Avant de lancer cet épisode, sachez que Serial Entrepreneur est sponsorisé et soutenu avec amour par QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs. Nous savons à quel point la comptabilité est importante pour les entrepreneurs. QuickBooks, c'est un logiciel tout en un, complet, ultra simple et intuitif. C'est l'outil numéro 1 chez les entrepreneurs. Fini les saisies manuelles, toutes les tâches chronophages et récurrentes sont automatisées. La gestion de la facturation et des dépenses est totalement digitalisée. La solution est évidemment 100% conforme à la législation française, l'accompagnement est gratuit et le service client est basé en France. Retrouvez toute l'offre de QuickBooks sur quickbooks.intuit.com. Le lien est à retrouver en description de l'épisode. Un grand merci à QuickBooks d'être le sponsor du podcast. Bon, comment tu vas, Moussa ? Ça va et toi ? Très bien, je suis très heureux de t'accueillir dans Serial Entrepreneur. Merci pour l'invitation. Ça faisait un moment que je voulais t'inviter dans le podcast, Ouais. et du coup, nous voilà, donc ça va être cool, on va pouvoir retracer un peu ton parcours, ton engagement associatif, ta détermination aussi, puisque ça sera un peu la thématique globale du podcast. Donc ça va être plutôt cool. À chaque fois, je démarre par le parcours, et je veux savoir un peu ce que tu as fait avant d'entreprendre. Il y a bien longtemps, alors qu'est-ce que j'ai fait avant d'entreprendre ? Moi, en vrai, j'ai toujours entrepris. Je suis rentré un peu à la vie professionnelle, on va dire, après mes études par l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je suis tombé dedans. À la base, en fait, quand je finis mes études de bac pro logistique, je ne sais même pas dans quoi je vais me projeter. Et je fais une rencontre à ce moment-là. De cette rencontre, une discussion naît. Et de cette discussion, je me retrouve devant un responsable d'une agence, d'une boîte qui faisait à l'époque du dépannage informatique et télécom. Et c'est comme ça qu'on me propose de me mettre à mon compte et je crée ma boîte. Et sinon, avant ça, à côté de mes études, j'ai toujours fait des petits jobs d'été. Je me débrouillais, quoi. À côté, je partais pas en vacances l'été. Donc, à partir de mes 16, 17, 18 ans, j'ai commencé à aller déposer mes CV dans des boîtes d'intérim pour faire des métiers de remplacement, de saison, etc. et tout, histoire de m'occuper. Et voilà, après, moi, j'ai eu un parcours assez classique, hein. Les cours, à côté de ça, je travaillais, je me débrouillais. Mais quand j'ai eu cette opportunité, il y a 15 ans, un peu plus même là, de me lancer, j'ai même pas réfléchi. Je me suis lancé et depuis, je suis plus jamais presque retourné travailler, quoi. Ouais, Pour quelqu'un, dans le cadre j'ai travaillé toute ma vie, mais bien sûr. pas dans un cadre salarial. Toi, tu es né à Cergy-Pontoise, d'une famille malienne. Ouais. Est-ce que tu veux me parler un peu de ton enfance, de ton adolescence ? Comment ça se passait en fait ? Est-ce que l'entrepreneuriat, tu visualisais ce que c'était ? Ou dans cet écosystème-là Ouais, l'entrepreneuriat, en fait, personne ne visualisait. Moi, en tout cas, à mon époque, on ne parlait pas d'entrepreneuriat comme on en parle aujourd'hui. C'est clair. Moi, je ne visualisais pas forcément ce que c'était l'entrepreneuriat, mais je savais qu'il fallait beaucoup travailler pour s'en sortir, pour aspirer à ce qu'on voulait être. Et c'est vrai que moi, dans ma vie de plus jeune, j'avais pas forcément de référence entrepreneuriale. Moi, dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Mes parents n'étaient pas entrepreneurs. Je les voyais se lever et travailler en tant que salariés. Mais c'était une forme d'entrepreneuriat parce que quand vous n'avez pas tout, vous vous débrouillez, vous créez des choses, vous mettez votre énergie, votre force à ce qui vous motive à faire en sorte que vous puissiez payer votre loyer, vous puissiez nourrir votre famille et élever vos enfants dans les bonnes conditions. Et c'était ça un peu, cette force-là qui m'a été transmise de mes parents, des gens dans mon cercle autour de moi et tout, etc. Mais je voyais des gens qui se débrouillaient et nous, on a toujours été dans la débrouille. Étant petit, je me rappelle, pas plus tard qu'hier, c'était la brocante, mais nous, à ce moment-là, pendant 3 mois, on récupérait des trucs un peu à droite, à gauche, on réparait des vélos, etc. Et on les revendait à la brocante. Tu vois, quand on était plus jeune. Et ça, c'est un peu une forme d'entrepreneuriat. Bien sûr. Ça s'appelait pas, à l'époque, on n'appelait pas ça de l'entrepreneuriat, on appelait ça de la débrouille. Mais en quelque sorte, moi, quand je pense à ça, je me dis en vrai, à l'âge de 10, 11, 12 ans, on était déjà entreprenant, on va dire. Exactement. Parce qu'on créait des choses, on les développait
Et derrière, on essaie de faire en sorte de gagner un peu d'argent par nous-mêmes, quoi. Et ça, c'était beau souvenir. Tu vois, et ça fait partie de mon ADN, de mon parcours, de ce qui aujourd'hui fait que, avec le projet terminé, j'arrive à développer ce que je fais. Parce que cette force, elle est née de là, quoi. Cette détermination. On n'a rien sans rien. Si tu veux que ça paye, bah, il faut tout donner, il faut pas lâcher. Parfois, voilà, ça prend du temps. Mais si tu es persévérant, tu es endurant dans ce que tu fais et que tu mets du cœur à l'ouvrage et tu es concentré à la tâche, bah oui, finalement, parfois ça paye. Et souvent, ça paye. Tu crées ta première boîte qui s'appelle CMA Service. Ouais, à l'époque. Ça dure 4-5 ans, si je dis pas de bêtises. Bien ça. Et tu te heurtes à plusieurs difficultés, trouver un financement, te constituer un réseau et entreprendre toutes les démarches administratives, puisque aujourd'hui, c'est facile de créer une boîte. Ouais. C'est clairement pas le cas à l'époque, quoi. Et on parle de l'époque, il y a que 15 ans. Oui, c'est clair. Pas 100 ans, quoi. C'est 15 ans pas 50 ressenti. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité et l'entrepreneuriat est beaucoup plus dans l'air du temps. Il y a carrément des émissions qui sont dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. On parle d'entrepreneuriat partout. Tout le monde veut entreprendre ou tout le monde a une sensibilité vers l'entrepreneuriat, même quand ils n'entreprennent pas. Et ça, en fait, il y a plus de 15 ans, c'était pas autant aussi simple. Quand on parlait d'entrepreneuriat, je le dis souvent, c'est que c'était limite comparé à créer et construire un immeuble de 15 étages. Mais en vrai, c'était pas dans nos cordes, hein. Moi, c'était pas dans mes cordes. Et quand j'ai créé ma première boîte, j'étais un peu démuni. Je savais pas par où prendre le bout, je savais pas par où commencer. J'avais le projet, j'avais le marché, j'avais le contrat, j'avais tout, sauf que la structuration de créer une boîte, c'était compliqué. Il fallait aller au greffe, il fallait faire la déclaration au journal officiel, il fallait faire le dépôt de capital en préfecture à l'époque. Et après, au trésor public, là. Et après, tu allais avec ça à la banque. Il fallait se faire accepter d'ouvrir un compte à la banque. Moi, je me rappelle, avant d'ouvrir mon premier compte en banque, j'ai fait 3-4 banques. Même ma banque dans laquelle j'étais, ils m'ont refusé. Et j'ai dû ouvrir un compte perso pour ouvrir un compte professionnel par la suite. Pourtant, j'avais le contrat, j'avais tout. Mais tu me parlais de business plan, je ne savais pas ce que c'était. Tu me parlais d'études de marché. Encore, c'est comme tu me parlais chinois. Pour moi, ce n'était pas des trucs qui étaient dans mes cordes. Et surtout, quand tu te retournes à droite et à gauche, tu te dis, il n'y a personne au fait, autour de toi qui a déjà entrepris, sur lequel tu peux t'appuyer, avoir un peu de conseils, d'experts qui te montrent un peu sa voie. Et moi, ça a été la première difficulté, on va dire. Mais ce qui a nourri en moi cette forme de détermination, parce que je me suis dit, c'est compliqué, mais je vais y arriver, je vais aller au bout. Je ne vais pas lâcher. Et je suis allé au bout, j'ai créé ma boîte. Déjà, rien que le fait de créer sa boîte, c'était un parcours du combattant. Il y a plein de raisons de se démotiver, mais le fait de créer ça tout seul, c'était compliqué. Bref, passons après au développement de mon activité. Quand je le développe, ça fonctionne très bien. Je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Après, il y a les déclarations d'URSSAF, TVA, taxes, etc. en permanence, parce que c'est tous les mois à gérer. Quand tu es seul dans ta boîte, et en même temps, tu es sur le terrain, compliqué d'allier les deux. C'était vraiment, moi, là-dessus, j'ai dû vraiment prendre sur moi pour aller passer à l'étape. Hein. Et après, quand ta boîte elle commence à un peu bien marcher et tu commences à réfléchir à comment tu peux recruter des gens et que tu n'as pas les compétences, tu n'es pas légitime encore et que tu n'as pas la connaissance vraiment pour comment recruter, comment les accompagner dans ta boîte et les faire travailler, les faire évoluer, c'était une vraie problématique qui, moi, m'a mis en difficulté. Et comme ça m'a mis en difficulté, je me suis dit, attention là, sonnette d'alarme, comment je peux reprendre le braquet pour essayer de faire en sorte que de mieux gérer ma boîte. Mais dans ça, ce que j'ai appris, ça a été ma capacité de me révéler en tant qu'entrepreneur. Parce qu'avant de créer ma première boîte, tout ce que je faisais pour moi, c'était pas de l'entrepreneuriat. Et je me sentais pas légitime en tant qu'entrepreneur. Si tu me dis je suis entrepreneur, limite, j'avais honte qu'on me disait que j'étais entrepreneur parce que pour moi, dans ma tête, j'étais pas entrepreneur. J'étais un travailleur, j'étais un bosseur, mais je me révélais pas en tant qu'entrepreneur. Et avec la boîte, l'expérience que j'ai acquise, le travail que j'ai fait, et tout, etc. et tout, bah finalement, là, je me suis senti vraiment entrepreneur et je me suis révélé entrepreneur. Et là, ça a pris tout son sens parce que quand tu disais, c'est bon, je suis entrepreneur, bah,
naturellement, c'est comme si tu te mettais une cape dans ma tête, hein, moi, dans mon délire. C'est comme si j'avais mis une cape de super-héros, tu vois. Je me sentais protégé, plus c'est fort. bon. Tu vois, je me sentais plus fort et légitime. Ça fait qu'en réalité, ce déclic-là, il a été hyper important pour moi parce que ça m'a permis de créer de la confiance en moi. Ça m'a permis aussi, à un moment donné, de dire, en fait, dans n'importe quel domaine, je peux partir de zéro et construire n'importe quel projet. Le projet, il a duré 4-5 ans. Ça aurait pu durer peut-être 10 ans. Ça a été une frustration de ne pas aller jusqu'au bout et le porter jusqu'au bout. Mais j'avais donné le maximum que moi, je pouvais à cette époque-là. Parce que je n'étais pas préparé, je n'étais pas formé, je n'avais pas les compétences. Et j'avais aucun réseau. Et j'aurais voulu avoir un coup de pouce, etc., pour pouvoir aller plus loin. Mais ça a été une satisfaction dans le sens où ça a ouvert un truc en moi où, ça y est, je me suis dit, là, je suis dans n'importe quel domaine où je suis en capacité de pouvoir entreprendre. Je sais que je peux le faire et je sais que je peux assumer. Je sais que maintenant, j'ai appris, c'est une expertise, j'ai une expérience que j'ai appris en fonction du travail que j'avais fait avec la première boîte que j'ai créée. Et ça a été, pour moi, ça a été un élément extrêmement important dans ma vie professionnelle, dans ma vie d'entrepreneur. Ouais, ça a été un super test, un super premier test Ouais. en termes d'apprentissage. Et Je pense que si j'avais pas eu ça, je serais même pas là aujourd'hui. J'aurais peut-être cherché un boulot classique, tranquille, et je serais reparti. Je sais pas dans quelle aventure, mais ça aurait pas été celle-là. Et ensuite, tu te lances dans l'engagement associatif et tu crées l'association Agir pour réussir en 2007. En parallèle. En parallèle, ok. En parallèle De ta première boîte. De la boîte, j'ai créé AGPR. Ouais. Parce que moi, je vivais dans un quartier qui avait un contexte un peu particulier. Le quartier, tout le monde allait être relogé. C'était un peu un contexte compliqué. Et de là, en fait, je décide, avec quelques amis, de créer une association pour retisser le lien social entre les habitants, participer, faire porter la voix des jeunes et notamment redonner une image positive de mon quartier par des actions positives, des actions citoyennes, etc. Ce qui a été hyper important parce que ça a été un moment fédérateur déjà dans le quartier, mais aussi à l'extérieur des quartiers. Parce qu'à Cergy-Pontoise, voilà, c'est une ville Cergy, c'est une ville de plus de 60 000 habitants où tu as 50% de la population, plus de 50% de la population, ils sont jeunes. Et du coup, moi, en créant une association dans cette ville-là, il y a un vrai potentiel, en fait. Et là, je me dis, en même temps que je suis entrepreneur la journée, le soir, pour moi, c'était important de me dire comment ma réussite, elle peut contribuer aussi à celle des autres et comment, avec mon engagement, avec ce que je fais, je peux participer de la meilleure des manières pour améliorer les conditions de vie des habitants de mon quartier, de ma ville, etc. Et là, je m'implique. Je prends goût à cet engagement. Je prends, par la force des choses, j'ai été mis en avant. Moi, j'étais jeune, hein, j'avais 21 ans. Créer pareil une association, c'est comme créer une entreprise. Hein. Souvent, moi, j'aime bien faire le lien parce que c'est les mêmes problématiques. Tu as des responsabilités, des gens comptent sur toi, tu as un conseil d'administration à faire tourner, tu as des gens qui viennent, qui repartent. Donc, même si c'est du bénévolat, c'est autant d'énergie qu'une entreprise. Et là, je me suis révélé aussi des compétences de leader, de fédérateur, de quelqu'un qui est en capacité de mobiliser des gens autour d'un projet collectif, commun. Et ça m'a nourri. Et en fait, tu vois, l'expérience entrepreneuriale que j'ai eue, la première expérience entrepreneuriale, mon engagement associatif, derrière, en fait, n'est les déterminer. Parce que c'est une suite logique, en fait, de mon parcours personnel et professionnel et de mon engagement pour les autres. Et ça a été pour moi l'élément accélération pour dire que, en fait, moi, là où je veux agir, c'est ça. Et quelques années plus tard, je crée Les Déterminés et tout, en fait, je me retrouve dans ce que moi, j'ai pas eu quand j'ai voulu créer ma première boîte, le fait d'être isolé, d'être seul, d'avoir aucun réseau, de savoir pas quelle porte taper, de me sentir pas forcément légitime. Et je me suis dit, bon, dans mon cas, je vois plein de gens qui ont de la créativité, ont des idées, ont des projets, ont de l'énergie, ont des compétences, mais qui savent pas comment passer l'étape. Parce qu'ils sont seuls, parfois isolés, parfois n'ont pas l'information, ils n'ont pas la connaissance. Et moi, mon but, c'était de pouvoir, en fait,
faire en sorte de leur donner ces outils clés en main pour qu'ils puissent aller beaucoup plus loin dans leur projet, que ce soit une réussite ou un échec. Mais c'était de leur donner vraiment tous ces outils pour qu'ils puissent le faire. Et c'est comme ça que le projet des Déterminés est né, mais on rentrera dans les détails un peu plus tard. Comme tu dis, c'est une suite logique en fait. Derrière, il y a la même mission, il y a la même volonté d'engagement, il y a la même détermination, et tout est relié, quoi. Tout est relié. Avant de passer justement au déterminé, j'aimerais revenir avec toi sur un fait marquant de ton parcours. C'est en 2011, tu rencontres Thion Nyang, qui est un entrepreneur social, exactement, et ancien responsable des jeunes démocrates aux États-Unis, donc notamment auprès de Barack Obama. Et tu le rencontres lors d'une conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Est-ce que tu veux me parler de cette rencontre et de tout ce que ça t'a permis de faire par la suite? Non, ça a été une rencontre aussi importante. Cette rencontre, je ne l'ai pas rencontrée au hasard comme ça. Hein. Je l'ai rencontrée parce que j'étais déjà bien implanté à Cergy. Et quand j'ai l'association des étudiants de Cergy-Pontoise qui viennent me voir pour faire intervenir à l'université de Cergy-Pontoise un conférencier que je ne connaissais pas et ils avaient besoin de soutien et un peu de financement. Moi, à l'époque, j'avais tissé des bons liens avec la mairie de Cergy parce qu'on était très actifs et très mobilisés sur nos sujets avec la première association AGPR que j'ai créée. Finalement, ils viennent me voir, je leur donne un coup de main, je leur présente au maire adjoint qui s'occupe un peu des relations internationales. Et de là, ils arrivent à faire venir ce conférencier et il fait une conférence devant 500 élèves. Et c'est top, c'est du top. Tout le monde apprécie le message, un message assez d'espoir poussé par Thion, qui avait vraiment cette volonté de pouvoir accélérer. Parcours de ouf aussi. Un parcours impressionnant, mais qui avait cette volonté d'accélérer les leaders à travers le monde entier. Et à la suite de cette conférence, on se rend compte. Et du coup, on fit. Je lui explique un peu mon histoire, d'où on vient, ce qu'on fait. Il est impressionné par rapport au travail qu'on porte. Et lui, il voit en moi quelqu'un qui a du potentiel, qui a de l'énergie. Et il me propose de venir à Washington. Moi, les États-Unis, c'est pas un truc qui me faisait rêver au tout début. Je parlais pas anglais, donc pour moi, c'était un peu éloigné de mes cordes. Et finalement, on parle pendant 7-8 mois à peu près. Et j'accepte de venir en mars 2012, je crois. Non, peut-être avant. Vers la période de février 2012, un truc comme ça, aux États-Unis, pendant à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Et je me retrouve à Washington à faire un stage à 5 minutes de la Maison-Blanche, dans une fondation qui a plus de 100 ans, qui formait des leaders à travers le monde entier. Et en fait, là, j'apprends plein de choses. Je suis la journée avec des gens qui font du cash, du business, des actions philanthropiques le soir. Et je rencontre des congressmen, des chefs d'entreprise. Je suis invité par des conseillers de la Maison-Blanche. À la Maison-Blanche, j'assiste à des discours, même le discours de l'ancien président américain. Je suis reçu à l'ambassade de France par l'ambassadeur lui-même. Je suis reçu au Congrès par des congressmen. Je suis reçu dans les endroits les plus puissants de Washington et des États-Unis, là où il y a le cœur du pouvoir, avec des chefs d'entreprise, des gens qui font du lobbying et tout. Et je suis auprès d'eux, je suis avec eux. Et je vois la manière qu'ils ont de se comporter face à des responsables économiques, face à des responsables politiques. Et moi, je ne comprenais pas la langue. Mais j'arrivais à me projeter, à comprendre tout ce qui se passait autour de moi. Et j'ai appris à parler un petit peu là-bas, à discuter, à créer des relations. C'était facile. Là où je me disais que dans mon propre pays, en France, c'était un truc impossible. C'était compliqué, le fait de te retrouver dans des réseaux. Et des fois, même dans ma ville, je me retrouvais dans certains réseaux où je ne me sentais pas à l'aise, légitime et tout, où les gens, ils ne te calculaient même pas. Là, je me retrouve au cœur de la puissance, la première puissance mondiale. Et là, je me retrouve avec des discussions, des gens de premier plan, etc. Et là, je commence à avoir un déclic. En réalité, je me dis, en fait, dans la vie, tu sais pas ce qui t'attend, en fait. Et qu'un mec comme moi, qui sort de Cergy, qui a grandi dans un quartier, qui a rencontré des difficultés, qui a traversé des épreuves, etc., se retrouver là-bas, aux États-Unis, avec des gens de tous les niveaux qui te considèrent et qui t'écoutent, qui te conseillent.
et avec qui tu travailles pour certains pendant plusieurs mois, bah, tu dis en fait finalement que tout est possible. Et moi, tout ça, ça a créé en moi un sentiment on va dire, d'excitation, d'espoir, de dire en vrai que partout dans les territoires où je suis allé en France, il y a encore, tu vois, des gens qui, comme moi, se battent, font des choses et essayent de faire bouger les lignes, même quand ça va pas. Et ça, tout ça, je l'ai ressenti en direct. Ça fait que quand je suis revenu en France, j'ai fait quelques allers-retours, j'ai ramené des jeunes américains dans ma ville, j'ai ramené des jeunes de Cergy aux États-Unis, etc. J'ai fait pas mal de choses comme ça. Et Tianyang, ça a été l'une des rencontres importantes parce que il a permis à ça, il a permis à décloisonner. Aujourd'hui, je suis encore en lien avec lui, quelques années plus tard. Et c'est vrai que cette rencontre, pour moi, elle a eu un déclic parce que quand je reviens des États-Unis et je voyais la journée, j'étais avec des gens qui faisaient du cash et le soir, ils allaient faire des actions philanthropiques et eux, ils servaient du cash pour avoir un impact encore plus positif dans des ghettos. Et dans les ghettos là-bas, c'était pas les ghettos qu'on avait ici, c'était vraiment des ghettos laissés à l'abandon où c'est pas l'État qui intervient, c'est quelques généreux philanthropes qui décident d'intervenir pour des populations qui sont précaires, qui sont en difficulté et que personne n'aide et qui parfois n'ont aucun espoir de pouvoir sortir de leur situation. Et là où je dis en France, on n'est pas encore à ce niveau-là. Et eux, grâce à l'économie, ils arrivent à gérer des situations très compliquées. Je me suis dit, en vrai, en France, c'est ça la solution. Il y a le plan, nous, on agissait beaucoup sur le plan social avec la première asso que j'avais créée, mais il manquait un truc. Il manquait une brique. Et la brique, elle était économique. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir en France et développer le projet Déterminé, qui ne s'appelle pas encore Les Déterminés. Et en me disant, avec l'idée en tête de me dire que finalement, si on arrive à inverser la tendance, si on arrive à faire en sorte de remettre l'économie au cœur des quartiers, au cœur des territoires, on peut renverser la tendance et faire en sorte de favoriser une réussite sociale pour tous et à tous. Et ça a été ça le projet, l'essence du projet Déterminé et de ma volonté de pouvoir aller vraiment avec une autre vision que dans lequel j'intervenais de manière générale, mais plus sur un développement économique profond des populations et des territoires éloignés des bassins économiques d'emploi. Ce moment, il est super important pour toi, ça te permet vraiment de te booster et de te dire, ok, on peut faire changer les choses, on peut déplacer des montagnes, tu vois, ouais. pour justement changer radicalement les choses, quoi. Bah, ça a été pour moi c'était un moment important, ça m'a révélé, ça m'a ramené dans un domaine qui, moi, il y a quelques années, je pensais que c'était inimaginable, c'était pas possible, c'était pas pour moi. Et je me suis posé ces questions-là. Et finalement, ça m'a décloisonné, ça m'a permis de prendre en confiance en moi. Et du coup, quand je développe Les Déterminés, avec cette idée de transformer le visage des quartiers en quelques années par la voie économique, bah, j'y vais à fond. J'y vais en étant sûr qu'il y a un vrai besoin et que j'allais réussir cette mission. J'étais convaincu. Parce que c'est ce qui manquait. Tu crées Les Déterminés en 2015 ? Ouais. 2014. 2014 ? Ouais. Est-ce que tu peux me parler de ces premiers mois ? Quelle était la mission de départ et quelle est la mission aujourd'hui des Déterminés, tu vois ? Bah, 2014, l'idée commençait à émerger. J'avais cette volonté de pouvoir le faire. Et en fait, la vision de départ, c'était de dire, on va prendre un groupe de 15-20 personnes, des femmes, des hommes et des femmes et des hommes, et on va les accompagner pendant X temps jusqu'au développement et à la création de l'entreprise. À la base, ça devait être un projet one-shot. Je ne savais pas ce que ça allait devenir. Mais pour faire ça, il me fallait un réseau économique. Je ne pouvais pas le faire de moi-même. Ce n'était pas possible. Parce que moi, quand bien même l'expérience que j'ai eue en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas formateur, je ne suis pas intervenant. Et je ne maîtrise pas tout l'aspect de la chaîne de valeur de la création d'entreprise. Ça, je ne le maîtrise pas. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment de créer vraiment ce réseau, en fait, une passerelle entre le monde économique et les entrepreneurs. Moi, l'idée, c'était pas de recréer un écosystème économique à côté d'un autre écosystème économique qui existe, qui est présent, avec qui, pour moi, il fallait travailler. C'était de créer vraiment une passerelle entre des jeunes et des moins jeunes motivés à entreprendre
et le monde économique. Et pour ça, il me fallait rentrer dans un réseau, il me fallait des contacts. Et ça, je n'avais pas. Au début, je regardais autour de moi, dans ma ville. On me disait, ouais, mais c'est pas pour vous, ramenez-nous les jeunes, nous, on va pouvoir les accompagner. Et je ramenais des entrepreneurs, ils revenaient, ils étaient frustrés parce qu'on ne les avait pas compris, parce qu'on ne les avait pas écoutés, parce que c'était senti peut-être méprisé. Et je me suis dit, bon, là, je suis en train de cacher un truc, il faut réfléchir de manière différente. Et on peut plus se substituer à ce qui existe, déjà, qui ne font pas le boulot que nous, on aimerait qu'ils fassent. Et là, je fais une rencontre, celle de Pierre Gattaz, que je rencontre à l'époque, qui venait d'être élu président du MEDEF. Et quand je le rencontre, je lui parle de mon projet. Il me dit, moi, je ne connais pas très, très bien la question des quartiers et des territoires, mais par contre, c'est un sujet qui me touche et je peux t'aider à développer ton réseau économique. Et là, il m'ouvre toutes ses portes généreusement. Et du coup, ça me permet d'accélérer le projet déterminé parce que je rencontre des chefs d'entreprise de premier plan, je rencontre des entrepreneurs, je rencontre des intervenants. Je parle du projet, je fais des réunions, je discute, je construis un modèle et tout, etc. Et de là, ça part. Ça part. Première formation, 6 semaines de formation MEDEF avec une quinzaine de jeunes qu'on choisit, triés sur le volet. Sur 30, on a pris les plus motivés, les plus déterminés qui avaient un projet entrepreneurial. À l'issue de la formation, 7 d'entre eux créent leur boîte. Sur 15. C'est énorme pour nous. C'était énorme, on ne s'attendait pas à un tel succès. On ne s'attendait pas à une transformation profonde des hommes et des femmes qui sont rentrés dans cette formation. Et surtout, un sentiment d'attachement et d'appartenance au mouvement qu'on était en train de créer avec les déterminés. Et ça a commencé par là. Et là, en fait, quand j'ai vu ça, et moi, à la base, je me suis dit, bon, on va accompagner 15 personnes dans mon entourage, de Cergy, de ma ville, etc. Et après, on verra ce que le projet devient. Ça devait s'arrêter là, on ne savait pas que ça allait continuer. Et ça a tellement bien marché, tout le monde bluffait des résultats. Je me suis dit, on ne pouvait pas s'arrêter là, il fallait qu'on continue. Et après, l'année d'après, on crée encore une promo. 16 personnes. Ça se développe, ça marche encore mieux. Il y a de plus en plus de monde. Il y a un peu de médiatisation, etc. Le projet, il monte. 3e année, on relance. 4e année, 5e, 3e promotion, 4e, 5e promotion, excuse-moi. Parce qu'en une année, on en a fait 2 parfois. Tu vois, et après, il y a eu une grosse montée en charge. Et là, l'histoire a commencé à s'écrire. Et le projet, il a énormément évolué du début à la fin, mais il est resté avec la même ADN. C'est-à-dire cette volonté de décloisonner, de faire tomber les a priori et les barrières entre des gens qui veulent rentrer dans le monde du business et dans l'économie et un écosystème qui est assez riche, qui est très peu divers et dans lequel il faut pénétrer, et il faut casser les codes, et il faut essayer de créer des passerelles. Ça a été ça le but. Et cet ADN, il est toujours resté parce que en quelques années, aujourd'hui, il est terminé. On fait partie des acteurs forts de l'entrepreneuriat inclusif en France. On a réussi à s'inscrire dans le paysage entrepreneurial. On ne peut pas parler de création d'entreprise, de développement à l'entrepreneuriat sans penser ou sans évoquer les déterminés. Donc le travail sur ça, il a été fait. Il a marqué les esprits. Il y a beaucoup d'initiatives après qui se sont nées derrière les déterminés sur l'entrepreneuriat. Et même aujourd'hui, des structures étatiques, voire régionales et tout, etc., qui développent des structures régionaux, qui développent des programmes autour de l'entrepreneuriat. Et moi, je pense qu'avec les déterminés, on a contribué aussi, avec les profils qu'on a accompagnés, avec les modèles qu'on a mis en avant, ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas forcément réussi, à démocratiser un peu l'entrepreneuriat en France, de le rendre accessible. Ça a été ça. Nous, ce n'était pas de se dire tout le monde peut être entrepreneur, tout le monde doit devenir entrepreneur. Mais ceux qui ont cette appétence-là, ceux qui ont cette volonté-là, ceux qui ont cette énergie-là, de leur permettre de le faire dans les bonnes conditions. Ça a été cette mission chez les déterminés, et ça a toujours été, et ça sera toujours cette mission au sein des déterminés qu'on continue à apporter sur les territoires, parce que on a développé en Île-de-France, mais aujourd'hui on se développe dans toute la France. Mais le travail n'est pas fini, c'est un travail qui est très long. Et c'est beaucoup d'investissement, de sacrifices. Moi, ce que je fais, c'est de l'entrepreneuriat. Si on me présente, moi, je me définis comme un entrepreneur. Je suis un entrepreneur. Je me lève le matin, je suis passionné par ce que je fais. Je suis un créatif, je crée des choses. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Je repars de ce qui marche. Ce qui a moins bien marché, je me pose la question, je réfléchis pourquoi ça n'a pas bien marché. Et après, on y va. Et c'est ça, être entrepreneur, c'est être créatif, prendre des risques, pas rester dans ces prérequis où on est sûr de tout, mais parfois
sortir de là, se bousculer, etc., prendre des coups, renvoyer un peu de coups, tu vois. Pour moi, je le vois un peu comme ça. C'est de la boxe. C'est un peu de boxe, c'est un peu de, tu vois, c'est pour ça que, pour moi, le sport, il est très, très important dans la vie d'un entrepreneur. Moi, quand je fais du sport et j'entreprends, je suis encore beaucoup plus performant. Je suis plus réactif, je suis moins fatigué, je suis plus dynamique. Et c'est comme un sportif de haut niveau, tu vois, il s'entraîne pour viser le top. Et moi, je pense que tant qu'on est, tu vois, dedans, parce que c'est beaucoup d'énergie, le fait de faire des rendez-vous, des interviews, d'aller auprès des entrepreneurs, il faut dégager cette énergie-là, il faut la renvoyer. Elle est importante. Et ça, si tu es fatigué, tu n'es pas dans les bonnes conditions et tout, tu ne peux pas le faire. Le nom du projet, il est complètement logique. C'est quoi pour toi l'importance d'être déterminé dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la vie, tu vois? Bah pour moi, c'est devenu un état d'esprit, la détermination. C'est un mot d'ordre. Chez moi, en fait, pour moi, tout ce que je fais, que ce soit entrepreneurial ou pas entrepreneurial, quand on n'est pas déterminé, on le fait, ça veut dire on ne le fait pas à fond, quoi. Quand tu dis que tu es déterminé, tu es téméraire, ça veut dire que tu ne vas pas lâcher. Ça va être dur, mais tu ne vas pas lâcher. Tu vas mettre tout ce que tu peux, toute ton énergie pour arriver au bout. Et quand tu as dit déterminé, tu as tout dit, en fait. Déterminé à réussir, déterminé à aller au bout, déterminé à gagner ou à perdre. Mais tu vas jusqu'au bout, quoi. Et c'est ça qui est pour moi qui est fort dans ce mot-là. C'est pour ça qu'on a voulu appeler ce projet-là les déterminés, parce que c'était la caractéristique qui doit être la première caractéristique chez un entrepreneur. Un entrepreneur qui n'est pas déterminé, c'est un entrepreneur qui ne réussit pas. Pour réussir, il faut avoir l'idée, il faut avoir le projet, parfois il faut avoir le réseau et les moyens, mais il faut surtout avoir de la détermination et de l'énergie. Dans tout. Sinon, tu n'y arrives pas. Tu peux avoir le réseau, le projet, l'envie, mais si tu n'as pas la détermination, à un moment donné, tu vois, ça va te manquer. Ouais, je suis totalement aligné avec ce que tu as dit. Pour revenir un peu justement sur le projet, sur l'association, est-ce que tu peux me donner un peu quelques chiffres aujourd'hui sur l'asso et un peu les objectifs futurs? C'est quoi la mission des prochains mois, des prochaines années de transformer tout cet environnement en fait? Bah aujourd'hui, en quelques années, nous, on est assez fiers des chiffres qu'on a réussi et du nombre de personnes. Surtout, moi, j'aime bien parler de personnes parce qu'au-delà des chiffres, c'est des hommes et des femmes qu'on accompagne. Hein, c'est de l'humain. On n'est pas dans les chiffres. Hein. Mais aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est plus de 700 personnes qu'on a accompagnées. C'est une quarantaine de promotions qu'on a lancées. C'est plus de 60% de femmes. C'est énorme hein, dans l'entrepreneuriat. Quand on sait que la moyenne nationale, elle est de 23% chez les femmes, c'est plus de 450 entreprises qui se sont créées en sortant de chez nous. Et moi, il y a un chiffre qui m'interpelle dedans, c'est que plus de 80% d'entre eux et d'entre elles sont encore en vie 3-4 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui se lancent. Ça, c'est important. Et qui restent, quoi. C'est pas des entreprises qui vont fermer. Et surtout, un deuxième chiffre qui est hyper important, c'est 40% d'entre eux entre 2 et 10 salariés. Donc, on ne parle pas de la micro-entreprise, de l'entrepreneuriat précaire. C'est des entreprises déjà qui durent, derrière, qui créent de l'emploi. Donc, en créant de l'emploi, ça crée de la richesse et ça crée de la croissance dans le territoire et dans le pays. Et c'est ça qui est important de dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on arrive à accompagner des gens qui vont peut-être jouer un rôle dans notre écosystème économique. Et ça, c'est important pour moi. Et c'est ce que nous, on a voulu faire avec les déterminés, c'est de mettre dans la lumière des profils qu'on n'avait pas l'habitude de voir aux avant-gardes. C'est aussi permettre à des hommes et des femmes de développer leur propre emploi en créant leur entreprise, mais c'est aussi de permettre à d'autres d'en créer. Et c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment cette dynamique un peu plus entrepreneuriale qui soit beaucoup plus globale, alignée avec des valeurs. Tu vois, où c'est bien de gagner de l'argent. Et moi, je leur dis, si vous créez des business, si vous créez des entreprises, c'est pour gagner de l'argent. Mais par contre, derrière, c'est le sens qu'on met et de ce qu'on veut nous redonner ou redistribuer ou accompagner cette dynamique entrepreneuriale partout pour les autres. Parce que nous, les déterminés, on n'a pas vocation à être partout. Aujourd'hui, on est dans une quinzaine de villes en France. On va être dans les 20 plus grandes villes dans quelques années.
Là, on arrive après cette année, on va former 700 personnes, donc on va doubler le nombre de personnes qu'on a accompagnées depuis le début, parce que c'est une forte croissance et on se développe en même temps. L'objectif, c'est d'ici 2025, c'est former plus de 1000 personnes par an, et c'est d'être dans les 25 à 30, entre 25 et 30 plus grandes villes de France en déployant ce projet-là. Donc, il y a une vraie capacité à monter. L'objectif, c'est dans les 5 prochaines années, c'est d'arriver à 5 à 10 000 personnes accompagnées autour de la création d'entreprise. Et c'est possible. C'est possible parce que les résultats seront là, la méthodologie, on l'a, l'accompagnement, là, on est en capacité de bouger assez vite parce qu'on crée des task force dans chaque territoire sur lesquels on s'implante en local. Le réseau, on l'a. Et on est en capacité de sortir des vraies pépites de nos programmes. Moi, je le dis souvent, parfois dans les interviews, pour m'amuser comme ça, en déconnant, mais j'en suis sûr que la prochaine licorne, elle viendra de chez nous. Elle viendra des quartiers, en tout cas. Des déterminés, je ne sais pas, mais elle peut venir aussi des quartiers ou des territoires ruraux, des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les réseaux traditionnels, tech, French Tech, etc., avec un parcours linéaire semblable. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin. Et c'est possible. Tu vois, nous, on essaie de faire notre part. Les entrepreneurs bossent beaucoup. Mais derrière, moi, je pense qu'il faut bousculer le système. Il faut laisser la place. Il faut faire en sorte que ces hommes et ces femmes, peu importe le parcours, puissent, à partir du moment où elles ont l'idée, le projet, la motivation, il faut qu'elles impulsent, et qu'elles développent et qu'elles poussent au maximum. Et ça, il faut le faire en collectif. Seul, c'est compliqué, mais en collectif, on peut pousser beaucoup de choses. Ok, donc la suite, c'est le charbon, quoi. La suite, c'est le charbon. On continue. De toute façon, on n'a pas arrêté. Le travail n'est pas fini. Bien sûr. Voilà, on est à la tâche. Hein, on est constamment à la tâche parce que il y a tellement de gens qui souhaitent se faire accompagner, de développer des business. Tous les jours, il y a des nouvelles idées. Après la crise qu'on a traversée il y a 2 ans et qu'on continue à traverser, celle d'aujourd'hui, je pense que c'est un temps où il faut se réinventer. C'est un temps où on est en capacité de redistribuer toutes les cartes. C'est un temps où ça peut laisser aussi des espaces. Parce que derrière chaque crise, il y a des opportunités. Et ça aussi, c'est important. Donc moi, je suis extrêmement convaincu qu'on fera plus. On a vu là avec les crises, on n'a jamais eu autant de candidatures ou des gens qui tapent à notre porte pour se faire accompagner. Après la crise qu'on a traversée là, il y a 2 ans, crise sanitaire, je me dis qu'en réalité, il y a un truc qui est en train de changer là. Ouais, en termes de mindset, en termes d'état d'esprit. Voilà. Je pense que beaucoup de gens se sont posé pas mal de questions sur cette période. Ils se sont dit, go, j'y vais. Ouais. J'ai rien à perdre. Exactement. On passe à la partie sur les rencontres et l'entrepreneurial mindset. Une partie un peu plus inspirationnelle, avant de passer à la dernière partie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton aventure avec les déterminés ? Qu'est-ce qui a été vraiment le plus difficile ? Aujourd'hui, moi, je pense que déjà, je définis pas que mon parcours il est encore terminé, mon histoire elle est pas encore terminée avec les déterminés, j'ai le mot, mais ton début d'aventure. Ton début d'aventure. Mon début d'aventure, je pense qu'on est au tout début, mais après, les difficultés que j'ai eues, ça a été de constituer un réseau assez important autour de moi. Quand j'ai un réseau, c'est un réseau d'entreprises et de grands groupes autour du projet, parce que c'était important de les embarquer dans le projet, c'était de les convaincre. Ça a été de gagner leur confiance. Au début, ce n'était pas aussi facile que maintenant. Aujourd'hui, voilà, on est un peu reconnus. Donc les gens, ils savent à peu près le travail qu'ils font. Et quand ils viennent vers nous, ils savent à peu près où ils mettent les pieds. Donc ça, c'est le côté un peu plus cool. Mais au début, ce n'était pas aussi simple. Il fallait taper à des portes, fallait se faire entendre, il fallait avoir un rendez-vous qui prenait parfois plusieurs mois. On ne savait pas comment on allait trouver les moyens pour pouvoir développer ce projet. Tout ça, ça crée un peu de l'incertitude, où tu sais pas où tu vas dormir demain, quoi. Mais c'est tellement excitant, et ça, pour moi, ça a été un peu les côtés un peu plus compliqués. Après, il y a d'autres problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand on est une équipe. Aujourd'hui, on est plus de 30 dans l'équipe. Ça se développe. Faut gérer les salariés. Faut être là dans les nouveaux recrutements. En même temps, toi, tu dois développer le projet sur les territoires et tu as des rendez-vous à droite à gauche. Aujourd'hui, je pense que c'est moi, ma problématique aujourd'hui, c'est plus ma gestion de temps, en fait. Comment gérer et bien m'investir dans le projet et bien mettre mon temps nécessaire là où il faut pour développer le projet, quoi.
Et je peux plus. Et le temps que quand tu as des salariés, il faut passer un peu de temps avec eux pour leur faire comprendre ta vision. Sinon, voilà, tu peux les perdre rapidement quand ils ne comprennent pas et ça va vite. Et la croissance à gérer, c'est énorme. Plus le projet grandit, plus tu es sollicité, plus Bah tu es plus tu es sollicité, plus tu as une croissance à gérer, plus tu dois trouver des nouveaux partenaires, des moyens en plus, plus tu as des projets nouveaux à déployer, etc. Tu es sur tous les fronts. Et ça, il faut être fort. Et ça, c'est le mental. Le mental, s'entourer d'une bonne équipe, déléguer beaucoup. C'est ce que parfois, quand tu commences avec une structure qui est petite, tu as l'habitude de tout faire et du jour au lendemain, elle grandit, tu fais rentrer du monde. Il faut savoir déléguer. Ça, c'est pas simple. Hein. Et après, voilà, c'est nous dans l'ensemble. Ouais, t'apprends, quoi. Moi, j'apprends. Je suis en apprentissage. Constamment, j'apprends. C'est une bonne conclusion pour cette question. Est-ce que tu crois en la méritocratie ? Moi, j'ai un peu de mal, en fait. On m'avait déjà posé cette question plusieurs fois. Ouais, la méritocratie, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, c'est un terme qui est un peu... voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? On a dit... Moi, j'ai vu et j'en vois, même chez les déterminés, des gens qui ont un parcours remarquable. Ils ont fait des grandes écoles, des diplômes, ils se sont investis, ils ont tout bien fait. À la sortie, ils trouvent pas de boulot. Je me dis, elle est où la méritocratie, là ? Si la méritocratie, c'est de valoriser toujours tous ceux qui ont bien travaillé et finalement, à l'arrivée, ils ne sont pas valorisés par leur travail. Et elle n'existe plus, cette méritocratie. Moi, j'avais dit dans une interview qu'il fallait redonner du sens à cette méritocratie si on voulait qu'elle existe. Et moi, je suis plus sur un pari où... Au-delà de la méritocratie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tous ceux qui ont fait des erreurs, n'ont pas bien débuté leur parcours de vie et finalement qui veulent aujourd'hui prendre un tournant différent, ceux-là, on les met de côté. Ils n'auront peut-être pas mérité parce qu'ils n'ont pas eu le parcours qu'il fallait. Et moi, je dis non. Je dis au contraire, pour moi, je crois plus c'est comme la phrase, quand on dit ouais, quand on veut, on peut. Souvent, j'entends cette phrase-là, souvent, ouais, quand on veut, on peut. Complètement non, faux, c'est faux. Parce que c'est plein de paramètres. Ça peut marcher au moins individuellement, mais collectivement, ça ne marche pas. Ça voudrait dire que tous ceux qui ne s'en sortent pas, qui ne réussissent pas bien, c'est qu'ils n'ont pas voulu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont voulu s'en sortir. Sauf qu'ils n'ont pas été dans les conditions favorables pour pouvoir le faire. Bien sûr. Et un mec comme moi, c'est 1 sur 100. Or qu'il y en a, ils ont encore 2 fois plus de potentiel, d'énergie que moi. Mais qui n'ont pas eu les mêmes opportunités au même moment. Et voilà, ça veut dire que moi, si je suis là, c'est que j'ai travaillé, je l'ai mérité. Non, je peux pas. Ça a été des rencontres, ça a été à un moment donné des choix que moi j'ai pu faire et qui m'ont ramené là où je suis. Mais ça veut pas dire, moi, quand j'ai grandi avec des amis à moi qui font pas ce que je fais, qui ont d'autres parcours qui sont différents, mais je sais que c'est des mecs brillants. Et je sais que c'est des gens, s'ils avaient été à ma place, ils auront fait encore mieux que moi. Tu vois ? C'est pour ça que tout ça, je me pose tout le temps la question en me disant, ouais, attention, avec ce terme-là qui est un peu trop politique. Exactement. J'évite de l'utiliser. On pose souvent la question pourtant. C'est important de parler de ça parce que j'étais à un événement il y a quelques semaines sur un peu des stats et juste ton prénom est un facteur de réussite ou non sur tes études. Juste ton prénom. Et c'est ouf en fait, tu vois. Juste à partir de là, non, clairement, on n'est pas tous égaux. Enfin, tu vois, vraiment, déjà, juste avec ton prénom, tu pars avec plus de chances ou moins de chances de réussir. C'est ouf. c'est ouf. Et pour terminer cette partie, est-ce que tu peux me donner quelques conseils aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ? Bah moi, le conseil que je peux donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, si vous avez la possibilité de vous faire accompagner, d'être entouré ou d'aller dans des événements où on va parler un peu d'entrepreneuriat, il faut y aller. Il ne faut pas rester seul. Ne croyez pas que vous avez une idée, qu'il faut en parler à personne, qu'il faut la garder dans votre coin. Il ne se passera jamais rien. Au contraire, moi, je ne donne pas de conseils parce que chacun il a son parcours et sa ligne à faire. Mais moi, par mon expérience, là où j'ai le mieux réussi, c'est quand j'ai rencontré des gens, c'est quand j'ai discuté, j'ai parlé avec des gens. Quand j'avais aucun réseau, je me suis intéressé
à aller à des événements ou à des trucs qui m'ont permis d'écouter ou des conférences où j'ai écouté plein de choses. Et ça, en fait, ça m'a énormément aidé. Mais derrière ça, ça a toujours été l'exécution. C'est-à-dire, ouais, j'ai mon projet, même s'il n'est pas parfait, j'exécute, je mets en place. Et surtout, dans le marché dans lequel je veux me lancer, je l'étudie. Il faut que je maîtrise dans quoi je veux me lancer, que je connaisse le marché, je connaisse la taille du marché, que je connaisse les coûts. Est-ce que c'est un marché à croissance ou à décroissance? Est-ce que c'est un marché d'avenir ou un marché passé? Tu vois, je me renseigne un peu sur tout ça pour arriver avec moi, mon idée, une plus-value, etc. Et du coup, tout ça, ça se fait sur le terrain. Et moi, je suis pas quelqu'un qui va passer des temps dans la réflexion, à écrire des trucs. Je viens, j'ai une idée, j'essaie de la mettre en place. Et en mettant en place, des fois, je trouve des résultats. Soit ça marche pas. Mais c'est comme ça. Moi, c'est le conseil que je donne. Vous avez l'idée, c'est très bien. Essayez d'étudier le marché, aller sur le terrain, rencontrer des gens, parler, discuter et essayer de la mettre en place au plus vite pour voir si ça peut prendre ou ça prend pas. Voilà. C'est le conseil que je peux donner, moi. Tester. Tester, n'attendez pas. Voilà. On passe à la dernière partie du podcast, dernière partie de notre échange, avec quelques petites questions rapides. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller? Un livre... Qui t'a un peu plus marqué que d'autres? Un livre, moi j'aime bien... j'aime bien le livre... le dernier livre que j'ai... Vraiment, ça m'a mis dedans, mais qui n'est pas un livre inspirationnel, entrepreneurial, c'est L'âme du monde. C'était l'un des livres que j'ai lu là, en prenant les transports, mes avions, mes déplacements et tout, qui m'a fait beaucoup de bien. Je me reconnaissais dans plein de phrases, dans plein de choses et tout, etc. Et c'était top. Voilà, je vous le conseille. C'est noté. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode? Quels sont les entrepreneurs que je conseille Moi, je suis admiratif du travail de Gallo Diallo. Ah, yes. Qui a créé l'agence Maille. Carrément. Et qui gère un peu tout le digital. Hein. C'est l'un des leaders un super entrepreneur, dans le digital, numérique, etc. Un super entrepreneur. Et qui, il est très, très, très bon dans son domaine. C'est quelqu'un de l'urbain. Voilà, on se ressemble dans les parcours et tout. Et il a rien d'exploser, il a rien de tout exploser dans son domaine. Et je pense que des profils comme ça, c'est des gens qu'il faut mettre en avant. Après, chez les déterminés, il y a Yasmine qui a créé sa solution de véhicules de livraison du dernier kilomètre, avec beaucoup de femmes qu'elle recrute, avec des véhicules propres, etc., qui est dans l'air du temps. Il y en a plein d'autres que je pourrais en donner. Il y a Bénédicte avec Jardin et la Recette qui crée des petits potagers chez les particuliers et qui fait un travail remarquable entre des circuits courts entre les particuliers et tout. Et il y en a plein d'autres. Et pour conclure notre échange, c'est quoi pour toi un entrepreneur? Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée des choses, qui se lance, qui n'a pas peur qui prend des risques. C'est quelqu'un qui attend pas, qui se lève tous les matins en ayant une idée ou un projet, en essayant de la développer, de la mettre en place. C'est quelqu'un qui ne sait pas forcément créer une entreprise, c'est quelqu'un qui s'engage pour les autres, mais qui est en capacité d'être force de proposition sur plein de choses en créant les conditions pour pouvoir y aller. C'est quelqu'un qui se bouge, c'est quelqu'un qui attend pas, et c'est quelqu'un de déterminé pour moi, un entrepreneur. Écoute, ce sera la parfaite conclusion de notre échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui? Sur Insta, sur LinkedIn, sur les déterminés, exactement. Ça et tout, voilà. Et puis voilà, on se retrouve prochainement sur Serial. C'était vraiment un plaisir, Moussa. Un vrai plaisir, merci à toi. Ciao, ciao. Merci pour l'invitation.